Bien, bonjour à tous. J'ai été invité il y a quelques semaines par la Société des Amis de la Bibliothèque de Polytechnique à faire une présentation de la nouvelle édition d'Archimède. Ça s'est très bien passé, c'était très agréable, ça s'est passé via ordinateur, pas en présentiel, mais il y avait 75 personnes qui ont suivi le débat et qui sont intervenues. Alors le point négatif, c'est que l'image n'a pas été enregistrée, et l'autre point négatif, c'est que le son était de mauvaise qualité, en particulier du fait que j'ai pas mal bafouillé pendant l'exposé. Donc il m'est venu à l'esprit que ce n'était pas une mauvaise chose que de recommencer et de faire une présentation plus claire et plus synthétique. Donc le sujet concerne ce livre, Archimède, œuvre choisie, dont nous venons d'éditer une nouvelle présentation. C'est la première en plus de 500 ans. La précédente avait été faite par Laurent le Magnifique à Florence dans le XVe siècle. Et depuis, il n'y avait eu que des transcriptions faites par des gens qui n'étaient pas de très bonne qualité sur le plan mathématique. C'était juste des traductions mot à mot. Je vous en lirai des extraits tout à l'heure. Alors, moi j'ai travaillé sur Archimède depuis bien longtemps, ça fait des années de ça, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Archimedes Modern Works, qui est un livre de recherche en anglais, dans lequel j'avais exploré un certain nombre de développements possibles pour ces travaux. Donc c'était resté au stade de la recherche, je vous en parlerai quelques instants. Et l'année dernière, nous avons eu un contrat avec la RATP sur la stabilité des talus. C'était M. Denis Mion qui nous l'avait passé. Et à cette époque, personne ne savait conclure à la résistance des talus par les moyens existants, ni les équipes de la RATP, ni les centres de recherche que nous avons consultés. Et donc, finalement, nous nous sommes demandé comment Archimède aurait fait, et ce qui était une question tout à fait pertinente, parce que on peut imaginer que du temps des Grecs, le roi Hiéron aurait demandé à Archimède comment faire pour acheminer un aqueduc de tel point à tel point en franchissant une montagne, c'est-à-dire faire un trou dans la montagne, une tranchée, en transportant le moins de terre possible et faisant en sorte que les murs de la tranchée, les parois de la tranchée soient les plus stables possibles. Donc le sujet était particulièrement pertinent pour Archimède, et nous l'avons résolu de cette manière, en prenant la manière dont Archimède avait pensé. Et à la suite de ce contrat, je me suis dit, c'est vraiment bête de ne pas en faire profiter les gens, parce que si cette pensée reste d'actualité, autant reprendre la présentation qui a été faite, et puis en déduire un livre qui soit accessible un peu à tout le monde. Alors le double objectif de ce livre a été le suivant. D'une part, j'ai voulu mettre en évidence le génie d'Archimède, qui n'apparaît nulle part dans les traductions qui ont été faites jusqu'à présent. Et son génie est tel qu'on peut dire qu'il est de classe 5000, c'est-à-dire qu'on en voit un tous les 5000 ans. Et si on fait référence à ce genre de façon de compter, on peut dire que Gauss, von Neumann sont de classe 500, on en voit un tous les 500 ans. Mais Archimède, c'est la classe au-dessus, c'est tous les 5000 ans. Donc on n'a jamais rien vu de tel dans l'histoire de l'humanité. Et avoir un livre qui mette en évidence ce génie-là, et je parlerai de différentes facettes tout à l'heure, n'est pas une évidence et me paraissait complètement indispensable. Le deuxième point que j'ai voulu aborder, c'est de rendre le livre accessible aux lycéens. Alors, bien sûr, comme on l'a dit, il est accessible également aux ingénieurs, il est accessible aux enseignants, mais c'est les lycéens que j'ai visés. C'est assez difficile, d'abord parce que je n'ai pas l'habitude de l'enseignement au niveau des lycées, classes préparatoires, etc. J'ai été moi-même professeur d'université longtemps, mais ce n'était pas au même niveau. Donc je n'ai pas d'expérience et je ne sais pas si le livre va convenir aux lycéens, mais j'ai voulu l'essayer et c'est dans cet esprit que j'ai voulu le rédiger. Donc concrètement, le livre se décompose en trois parties. Il y a une partie qui porte sur les objets 2D, c'est-à-dire on commence avec des triangles, des cercles, etc., etc. Et on analyse leurs propriétés exactement dans les termes d'Archimède. Je n'ai absolument rien inventé, rien apporté. J'ai repris les textes d'Archimède lui-même et je les ai mis dans un français normal que les étudiants, que les élèves doivent pouvoir comprendre. Donc on commence par les objets 2D, ensuite on passe aux objets 3D, c'est-à-dire les sphères, les cylindres, etc. Archimède était particulièrement content de sa comparaison entre la sphère et le cylindre. Quel est le volume du cylindre englobant une sphère? Il était tellement content de la démonstration qu'il a demandé à ce que ça soit mis sur son tombeau sous la forme d'un objet.
Et ça a permis à Cicéron, quand il était questeur en Sicile, de retrouver ce tombeau quelques dizaines d'années après. Maintenant, il est perdu. Pas Cicéron, le tombeau. Ensuite, la troisième partie concerne les corps flottants. C'est extrêmement intéressant. Archimède démontre une propriété suivante. Si vous prenez un paraboloïde et que vous le posez n'importe comment dans l'eau, quelle que soit son inclinaison initiale, il va se redresser et flotter droit. Alors il y a des restrictions, il ne faut pas que le paraboloïde soit trop resserré. S'il ressemble à un crayon, évidemment, il va se coucher. Mais un paraboloïde quelconque se redresse et flotte droit. Et la démonstration qu'il fait est purement géométrique. J'ai essayé de la refaire, c'est dans le livre, j'ai essayé de la refaire avec des moyens analytiques en utilisant des systèmes d'équations, des coordonnées, etc. Et on s'aperçoit que la démonstration moderne est infiniment moins efficace, plus longue et moins efficace que la démonstration d'Archimède. Donc ça, c'est un point très important. Et la quatrième partie, c'est des extraits de textes qui parlent d'Archimède, surtout lors de sa mort, lorsque les Romains ont attaqué Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. Il a équipé la cité d'un grand nombre de moyens de défense qui lui ont permis de résister pendant, je crois, 8 semaines, d'après les historiens, et ce qui a fait une énorme impression chez les historiens de l'époque. Plusieurs centaines d'années après, il s'écrivait encore des textes sur la manière dont Archimède avait aidé la cité à résister à l'attaque romaine. Les Romains se sont infiltrés par, je ne sais pas comment dire, enfin, un jour de fête, ils ont profité d'inattention de la part des Syracusains, ils sont entrés et ils ont massacré tout le monde, dont Archimède. Mais auparavant, il avait réussi à repousser, et les historiens disent que la disproportion des forces était si grande que s'il n'y avait pas eu Archimède, la cité aurait sombré, aurait été battue en l'espace d'une seule journée. Et elle a tenu plusieurs semaines. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire une nouvelle présentation? Je vais vous lire un extrait. À l'heure actuelle, il existe une édition qui s'appelle Les Belles Lettres, pardon, qui est en 4 volumes. Et il y a d'un côté gauche le texte en français, du côté droit le texte en grec ancien, ce qui à mon avis est complètement inutile, vu que personne ne lit le grec ancien. D'ailleurs, Archimède ne s'exprimait pas en grec ancien, il s'exprimait en dialecte dorique, qui est proche du grec ancien, m'a-t-on dit. Mais en ce qui me concerne, je ne lis pas le grec ancien ni le dialecte dorique, donc je ne saurais pas faire la différence. Voici un extrait de la version actuelle des lettres, des belles lettres. Alors vous allez voir que c'est extrêmement difficile à lire. Soit AB gamma, un segment compris entre une droite et une parabole, que du milieu de A gamma, une droite B delta soit menée parallèlement au diamètre, ou qu'elle soit elle-même un diamètre, joignons B à gamma et prolongeons B gamma. Si on mène une autre droite Z-θ parallèlement à B delta, coupant la droite B gamma, le rapport de Z-θ à θH sera égal au rapport de θ A à delta Z. Et il y a 4 volumes de cet acabit. Alors vous conviendrez que c'est extrêmement difficile à comprendre, extrêmement difficile à lire. Donc l'avantage déjà de ce livre que nous avons réédité est que c'est du français normal. On comprend ce qui est écrit et c'est écrit en français normal. Alors à l'époque, au temps d'Archimède, il n'y avait pas de formule. C'est un point très important. Archimède mentionne pi à de très nombreuses reprises, il savait le calculer, j'y reviendrai, mais il n'utilise jamais la notation pi. De la même manière, il n'utilise pas la notation f de t pour désigner une fonction. La notion de fonction, il ne l'exprime pas de manière explicite. Alors, c'était intéressant quand même, en 2000 ans, on a fait des progrès dans la présentation des mathématiques, on a codifié un certain nombre de choses, le langage est devenu plus simple et ça serait dommage de s'en priver. Je veux dire qu'en utilisant le langage moderne et les idées d'Archimède, on arrive à une présentation plus simple qui ne défigure pas la pensée d'Archimède. Donc je ne me sens pas senti trahir en écrivant ça avec des fonctions, avec des notations, etc., etc. Ça rend les choses plus compréhensibles. Un élève de seconde ou première ne comprendrait pas la phrase que je viens de vous lire. D'ailleurs, personne ne la comprend. Alors, quelles étaient les différences essentielles entre la pensée grecque et la pensée moderne? D'abord, il n'y avait pas de formule. Ensuite, pour démontrer que A égale B, il montre que A plus petit que B et A plus grand que B sont tous les deux impossibles. Donc c'est lourd, mais ça permet de voir une espèce d'analyse de la robustesse. Si c'est impossible, est-ce que c'est légèrement impossible ou totalement impossible?
Donc ce n'est pas juste une manipulation formelle, c'est une analyse de la situation qui, en langage moderne, peut se révéler plus robuste que les méthodes que nous utilisons actuellement. Donc c'est intéressant à voir. Dans certains cas, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à faire une modification et on trouve que la surface de la sphère vaut tant, la surface du cube vaut tant, etc., etc. Mais si vous voulez démontrer que l'un est plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre et qu'il y a des incertitudes sur les données, l'approche d'Archimède peut se révéler intéressante. Alors, pour vous donner un exemple, il avait calculé les décimales de pi de la manière suivante, ce qui est très bête. Vous commencez par un carré que vous inscrivez dans le cercle, c'est la première approximation. Ensuite, le carré, vous divisez chacun des côtés en deux en vous rapprochant du cercle. Donc ça vous donne un polygone avec 2 fois plus de côtés. Puis chaque côté du polygone, vous le divisez encore en deux. Et ça vous rapproche du cercle à chaque fois. Et vous estimez la longueur du polygone de manière complètement explicite. Alors on raconte qu'Archimède a fait ça jusqu'à n égale 85. Sauf que quand vous essayez de programmer ça avec un logiciel sur VBA Excel, eh ben, le logiciel cesse de fonctionner au bout de la 30e itération parce que les données sont trop petites et qu'il ne les comprend pas. Donc on peut se demander comment on avait fait Archimède pour mener l'itération sans ordinateur et sans électricité jusqu'à n égale 85. Et ça pose tout un tas de problèmes, à savoir qu'on ne comprend pas dans un grand nombre de situations comment il avait pu faire. Alors je vais vous donner un autre exemple qui est de nature plus conceptuelle. Pardon. Au début, Archimède introduit, c'est dans les premières pages, la notion d'ensemble convexe, parce qu'il a besoin de comparer la longueur d'un périmètre, d'un objet quelconque, à la longueur du périmètre d'un autre objet qui contient le premier. Pardon. Et il est évident que, si vous prenez par exemple un cercle et vous mettez à l'intérieur une courbe, la courbe à l'intérieur peut avoir une longueur infiniment grande. Il suffit de faire varier, osciller la frontière. Néanmoins, si les deux objets sont convexes, il est facile de démontrer que celui qui est à l'extérieur a une frontière plus longue que celui qui est à l'intérieur. Donc il définit ça comme ça dès le début avec la notion de convexité telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est assez stupéfiant de voir que pour des choses aussi simples, il a introduit un concept qui s'est révélé fructueux sur les 2200 ans qui ont suivi. Parce que la notion de convexité, maintenant, elle est partout. Il y a des espaces localement convexes, il y a des fonctions convexes, il y a des problèmes convexes, il y a tout ce que vous voulez de convexité. Et lui, il l'introduit. Ça a été mal traduit dans la version Les Belles Lettres, parce qu'ils ont traduit par concave. Mais bon, n'importe quel mathématicien, en lisant la définition d'Archimède, qui est la même que la nôtre, rectifie la convexité. Donc il a cette capacité d'introduire le bon concept au bon moment, et il a cette capacité d'éviter toutes les bêtises qui auraient pu se produire. Apparemment, il savait que si on ne mettait pas la question de la définition de la convexité, la courbe à l'intérieur pouvait être beaucoup plus grande. Il ne donne pas l'exemple explicite, mais il le savait. Comment le savait-il? Je n'en sais rien. Et dans le livre, on rencontre énormément d'exemples de ce genre où, excusez mon langage, il évite toutes les bêtises qui pourraient se faire au travers des concepts qu'il introduit. Il n'y a pas une seule bêtise dans l'ensemble des travaux d'Archimède. Il y en a beaucoup dans les miennes, par contre. Mais dans les siens, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, cette espèce de capacité à rédiger correctement. Alors, comment est-ce que les travaux d'Archimède nous sont parvenus? C'est une sorte de miracle. Il avait un certain nombre de correspondants. L'un d'entre eux était Ératosthène, qui était le conservateur de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et Ératosthène est connu pour la chose suivante. D'abord, il a fait un travail qui s'appelle le grand crible, qui permet de détecter les nombres premiers. Pardon. Et ensuite, il a fait surtout un travail. On lui avait dit qu'à Assouan, à 800 km plus au sud d'Alexandrie, sur le Nil, il y avait un puits qui était éclairé par les rayons du soleil au moment du solstice d'été. Et à partir de cette seule information, il a été capable de calculer le rayon de la Terre à moins de 1% près, ce qui est une performance intellectuelle remarquable. Prenez aujourd'hui une salle pleine de mathématiciens de quelque niveau que ce soit et dites-leur, il y a un puits qui est éclairé par les rayons du soleil à 800 km au sud, calculez-moi le rayon de la Terre, ils ne sauront pas. À l'époque, ce n'était pas des kilomètres, c'était des jours de chameaux, mais ça revient même, c'est l'unité qui change. Donc il avait comme correspondant une petite dizaine de personnes, dont Ératosthène, et chaque année, je crois, il leur envoyait une lettre en disant « voilà ce que j'ai fait ». Donc ça c'est très intéressant parce que ce qu'il envoyait, ce n'était pas des choses bien rédigées, c'était des préprints, et il disait explicitement que
il demandait leur avis à ses correspondants, à ses amis. Alors je vais vous donner un exemple. Voilà, je vais vous donner un exemple de lettre qu'il écrivait. C'est assez fantastique. La lettre que vous allez entendre a été écrite il y a 2200 ans par le plus grand génie que l'humanité ait jamais produit. Ça s'appelle de la quadrature de la parabole. Archimède a dosité, salut. Lorsque j'eus appris que Conon, le seul de mes amis qui me restait encore, était mort, que tu étais étroitement lié d'amitié avec lui et très versé dans la géométrie, je fus grandement affligé de la mort d'un homme qui était mon ami et qui avait dans les sciences mathématiques une sagacité tout à fait admirable. Et je pris la résolution de t'envoyer, comme je l'aurais fait à lui-même, un théorème de géométrie dont personne ne s'était encore occupé et qu'enfin j'ai voulu examiner. J'ai découvert ce théorème d'abord par des considérations de mécanique et ensuite par des raisonnements géométriques. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les approches d'Archimède sont toujours mélangées. Il y a une partie qui est de la physique et une partie qui est de l'analyse. J'ai découvert ce théorème d'abord par des considérations de mécanique et ensuite par des raisonnements géométriques. Parmi ceux qui ont cultivé la géométrie avant nous, quelques-uns ont entrepris de faire voir comment il serait possible de trouver une surface rectiligne égale à un cercle. C'est une mauvaise traduction. Rectiligne, il veut dire plane, une surface plane, égale à un cercle ou à un segment de cercle. Ils ont ensuite essayé de carrer la surface comprise par la section d'un cône entier et par une droite. Ça revient à chercher la surface qui a la forme carrée qui a la même surface que celle qui a été donnée. C'est ce qu'on appelait par exemple la quadrature du cercle. Aussi ont-ils été repris par plusieurs personnes comme n'ayant point atteint leur but. Mais je ne sache pas qu'il se soit encore trouvé une seule personne qui ait cherché à carrer la surface comprise sous une droite et une parabole. Vous avez la parabole comme ça, vous avez la droite comme ça, et il faut transformer cette surface-là en la surface d'un carré. Et c'est ce que fait Archimède, lui, il transforme ça en un rectangle, et ensuite le rectangle en carré. Bon, j'arrête la lettre. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il écrivait à ses copains en disant, voilà, j'en suis à là, et puis donne-moi ton avis. Et il répondait ou il ne répondait pas. Mais ce qui s'est produit, c'est que les gens qui recevaient ces lettres y attachaient une importance telle qu'ils les faisaient recopier par des stagiaires, des copistes, et recopier, et recopier, et recopier, ce qui fait que ces copies, de copie en copie, nous sont finalement parvenues, souvent grâce à des détours extrêmement longs. C'est passé par les pays arabes, c'est passé par la Turquie, etc., etc. Et finalement, on a récupéré l'ensemble de ces manuscrits. L'opinion générale des spécialistes de la question, c'est qu'on a presque tout. Le plus récent qui soit arrivé a été le palimpseste qu'on a retrouvé au début du XXe siècle à Constantinople, qu'un quelqu'un a photographié, ensuite il a été à nouveau perdu, et il est ressorti à la fin du XXe siècle, et il a été vendu pour 2 millions de dollars chez Christie's. Et ce palimpseste contient une description d'une idée très fondamentale qui s'appelle la méthode, et dont je vais maintenant vous parler. On appellerait ça de nos jours la méthode de comparaison. Alors la méthode de comparaison est probablement la contribution essentielle d'Archimède et celle que nous devons retenir à l'heure actuelle comme étant la plus prometteuse. J'en parle de ce livre que donc j'ai écrit avant l'autre, mais je vais présenter la méthode de manière très générale. L'idée d'Archimède, c'est qu'on va se servir de connaissances établies et on va générer quelque chose que l'on connaît et on va le comparer à la situation qu'on ne connaît pas. Donc pour lui, c'était la sphère et le cylindre, ça peut être n'importe quoi. Et je vais prendre un exemple issu de nos propres travaux pour voir quelque chose qui soit contemporain. On a eu, ça fait je crois 2 ans, l'occasion de travailler pour un armateur qui s'appelle CMA-CGM, qui transporte sur des gros bateaux des containers. Des containers, c'est des gros objets oblongs, parallélépipédiques. Il y a des équivalents 20 pieds et puis des plus petits, etc. Donc c'est des gros parallélépipèdes qu'il faut entasser les uns sur les autres et les mettre dans la cale des navires. Et il y en a un très grand nombre, de l'ordre de 20 000 ou davantage, avec des contraintes de forme, de poids, etc. Et le travail, ce qu'on appelle à l'heure actuelle la recherche opérationnelle, c'est d'en mettre le mieux possible dans la cale avec des contraintes très fortes. En particulier, il y a une contrainte qui est due au fait que le bateau fait des escales et il ne faudrait pas qu'on mette dans le fond de la cale un truc qui doit être déchargé en premier. Donc c'est complètement contradictoire parce que si vous avez
uniquement faite de machins très lourds et quelque chose de léger, vous le mettrez dessus, et vous serez obligé de le retirer pour chercher quelque chose qui est lourd et qui est en dessous. Donc il n'existe pas de solution optimale. Alors, CMA-CGM cherche à se doter d'outils performants qui fonctionneraient actuellement de manière instantanée. Vous vous donnez le plan du navire, la liste des containers, et l'outil serait capable de vous déterminer l'agencement optimal des containers dans la cale. Un tel outil n'existe pas. Ils ont fait des essais, nous-mêmes nous avons critiqué. Les logiciels qui fonctionnent en recherche opérationnelle sur un tel sujet ne sont pas satisfaisants car le projet est trop complexe. Alors, quelle est l'approche d'Archimède? Je vais vous la décrire grossièrement, mais c'est très intéressant. Ça consiste à dire, donnons-nous une bibliothèque de remplissage. CMA-CGM parcourt ces lignes-là, c'est des lignes depuis la Hambourg jusqu'à la Chine, depuis plus de 30 ans, donc, et puis c'est toujours à peu près la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes bateaux, c'est pas tout à fait les mêmes chargements, mais on peut les ranger en classes. Donc servons-nous de ce qui a été fait par le passé, constituons une bibliothèque de remplissage, et avec cette bibliothèque, quand nous avons une nouvelle situation, nous générons la plus proche, et nous allons tâcher de l'améliorer, par exemple en permutant deux containers, nanani, nananaire, pour s'adapter à la situation nouvelle. Voilà, c'est ça le principe de la méthode. Vous générez toutes les situations que vous connaissez, ce qui exige la présence d'un historique et votre capacité à exploiter l'historique. Ce n'est pas du tout une évidence. Mais vous n'avez plus cette nécessité d'avoir un logiciel qui fonctionne en temps réel. Donc c'est beaucoup plus robuste parce que vous utilisez l'ensemble de l'historique. Alors nous avons mis ça en œuvre à de nombreuses reprises sur un grand nombre de sujets où on se contente de générer l'ensemble des connaissances disponibles et de rechercher ce qui correspond le mieux. Ça existe déjà à l'heure actuelle dans deux situations qui fonctionnent réellement. La première, c'est la poste. Quand vous envoyez une lettre manuscrite, une lettre avec une adresse manuscrite, la poste, ce n'est pas un postier qui va chercher à lire l'adresse, c'est un dictionnaire automatique qui va énumérer tous les A possibles, gras, italique, tout ce que vous voulez, tous les B possibles, et chercher à chaque fois le meilleur appariement avec la lettre qui est lue. Donc après, vous recherchez, c'est exactement ça, vous générez tous les cas possibles, et vous cherchez ce qui s'en rapproche le plus. Donc ça fonctionne comme ça à l'heure actuelle. Autre exemple qui fonctionne comme ça, c'est le GPS. Les satellites GPS émettent un signal, et avec le récepteur, vous êtes capable de déterminer quelle est la distance du satellite, puis quand vous avez 3 satellites, vous arrivez à en déduire où vous êtes. Sauf qu'il arrive que le signal émis par un satellite soit perturbé. C'est le cas des rebonds sur les murs, etc., surtout en ville. Donc le signal peut être affaibli, perturbé. Et ce que fait le récepteur, c'est typiquement l'idée d'Archimède, il génère un signal identique à celui de l'émetteur, signal qui est connu, et cherche la translation pour laquelle ça va matcher le mieux possible. Donc vous générez un signal connu, identique au signal émis par le satellite, et vous cherchez le décalage temporel de ce signal que vous avez émis, qui va correspondre le mieux avec le signal émis par le satellite. Et c'est ça qui vous permet de déterminer le décalage en temps. Donc ces deux choses-là existent réellement, et c'est typiquement l'application des idées d'Archimède. Donc il y a énormément de situations dans lesquelles on peut se servir de ces idées. Ça va largement à l'encontre des, je ne sais pas comment dire, de la philosophie moderne. Depuis environ 1000 ans, les mathématiques se sont dirigées vers la recherche de formules. Vous pouvez avoir dans l'idée la recherche de formules liées au zéro d'un polynôme. Quand est-ce qu'on cherche les racines d'un polynôme? C'est quelque chose qui est très ancien, et on n'a fait que perfectionner de telles formules, et elles sont certainement très utiles. Mais ce n'est pas du tout ça l'idée d'Archimède. L'idée d'Archimède, c'est au contraire de générer des situations dans lesquelles, par exemple, vous allez avoir un point dont vous allez tester si oui ou non il donne une valeur proche de 0 à un polynôme. Donc les mathématiques modernes, enfin contemporaines, se sont dirigées vers la recherche de formules, et l'approche d'Archimède consistant à analyser la pertinence d'un certain nombre d'objets n'a jamais été vraiment considérée. Et je pense qu'elle est redevenue très d'actualité parce que les autorités à l'heure actuelle se préoccupent beaucoup de la prise en compte des incertitudes. Et la prise en compte des incertitudes n'est pas possible au travers d'un logiciel. Un logiciel, il retourne une réponse précise quand vous rentrez des données précises. Et si les données ne sont pas précises, et si par exemple vous avez 50 paramètres d'entrée pour le logiciel,
Si chacun des paramètres peut prendre 10 valeurs, ça vous fait un espace de configuration de 10 à la puissance 50 que vous ne pouvez pas explorer par des moyens informatiques. Donc vous êtes coincé, si je puis m'exprimer ainsi, et vous n'avez pas les moyens avec l'informatique de répondre à la question que posent les autorités. Comment savez-vous que vous avez correctement pris en compte les incertitudes? Et les méthodes d'Archimède, en général, permettent de s'affranchir de ce type de contraintes. Je vais vous donner un autre exemple que nous avons rencontré aussi, c'est celui du véhicule autonome, du train autonome, tout ce que vous voulez d'autonome. À l'heure actuelle, vous équipez des véhicules que vous voudriez être autonomes de tout un tas de capteurs, avec des lidars, des radars, des caméras, tout ce que vous voulez. Et puis, ils ont des oreilles et des yeux partout et ils sont censés détecter tout. Et traiter instantanément, en temps réel, l'ensemble de l'information qu'ils reçoivent. Évidemment, ils n'y parviennent pas parce que le temps réel est trop court et parce que l'information est trop complexe. Donc, moi, j'ai rencontré ces sujets avec PSA, maintenant Stellantis. Le véhicule autonome était censé détecter une jeune fille qui traversait, mais il confondait ça avec une poubelle sur le bord de la route. Alors, il s'arrêtait parce que le traitement n'était pas bien fait, puis il ne savait pas quoi faire. Bon, ce que j'ai recommandé dans ces cas-là, c'est une application des idées d'Archimède, c'est vous n'essayez pas d'avoir autant de capteurs, par exemple pour un train c'est très large, il suffirait d'avoir 2 caméras de chaque côté de la motrice, elles sont beaucoup plus écartées que les yeux humains, donc avec les 2 yeux de la caméra, des caméras, vous auriez une bonne vue de l'ensemble de la scène. D'ailleurs, un conducteur, même un conducteur borgne peut conduire, il suffit d'une seule caméra. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre au mécanisme à conduire grâce à la supervision d'un conducteur humain qui va faire fonctionner le train, circuler le train, dans des conditions variables, avec tous les obstacles qui peuvent se rencontrer, un arbre sur la voie, des feuilles, tout ce que vous voulez. Il va travailler pendant 200 000 km avec le conducteur humain, donc réaliser ce que j'appelais tout à l'heure une bibliothèque de connaissances, et après, l'automatisme va être formé. Donc c'est tout à fait le contraire de ce qu'on fait à l'heure actuelle, où on voudrait avoir un système qui fonctionne de manière instantanée. Et moi, ce que je dis, c'est que grâce aux idées d'Archimède, il faut faire quelque chose qui s'appelle l'évolution. La nature n'a pas inventé l'œil de manière instantanée. L'œil est le résultat d'une évolution. Tous les organes sont le résultat d'une évolution. Donc, vouloir avoir quelque chose qui fonctionne de manière instantanée, c'est prétentieux. C'est prétentieux et ça ne débouche sur rien. Il vaut mieux essayer d'avoir une approche qui soit progressive, dans laquelle on développe petit à petit des bases de connaissances. Et lorsqu'on a un problème à résoudre, on génère la connaissance, on génère la situation qui est la plus proche de celle qu'on a envie de résoudre, envie de considérer. Voilà le principe. Donc, ce que je retiendrai sur le livre, donc je vous montre à nouveau la couverture. Il y a à l'heure actuelle 4 recensions qui ont été faites, vous les trouverez sur notre site, y compris une recension par des professeurs du secondaire, c'est très bien, j'espère qu'ils vont le lire. Ce que j'essaierai de dire, c'est que d'une part, j'ai essayé de mettre en évidence le génie d'Archimède, et ça c'est quelque chose de complètement bouleversant. Toute personne qui a lu le livre me dit que c'est stupéfiant. On n'arrive pas à comprendre comment il a fait ça. D'ailleurs, c'est ce que dit, je vais vous lire cet extrait qui est assez fascinant, de E.T. Bell, Man of Mathematics. Voilà. Donc il y a un gros livre qui s'appelle Man of Mathematics, qui est dû à un Anglais qui s'appelle E.T. Bell. Je me rappelle plus ce que signifie E.T., ça doit être Edward, et T, je ne sais pas. It is only possible that Archimedes, could he come to life long enough to take a postgraduate course in mathematics and physics, would understand Einstein, Bohr, Heisenberg and Dirac better than they would understand themselves. Autrement dit, si Archimède suivait un cours de 3e cycle lié à la mécanique quantique, il comprendrait la mécanique quantique mieux que Bohr, Dirac, Einstein, etc. etc. C'est impressionnant. Moi, je partage complètement ce diagnostic. Il avait une intelligence qui ne ressemble à rien comme nous aujourd'hui. Donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en évidence, et en mettant en évidence aussi que bien que ces méthodes apparaissent comme très, je ne sais pas comment dire, primitives si l'on veut, elles sont en réalité beaucoup plus efficaces que les nôtres dans un grand nombre de cas. Et il y a des exemples précis où nous n'arriverons pas à faire aussi bien que lui. Et le deuxième point que j'ai souhaité mettre en exergue dans le livre, c'est que si on prend son temps, c'est pas Spirou, ça se lit pas à toute vitesse, si on prend son temps,
c'est extrêmement formateur pour un élève parce que ça met en évidence dès l'abord, dès les premières pages, des questions qu'on ne sait pas résoudre, qui sont difficiles et qu'on ne sait pas résoudre. Et à l'heure actuelle, on m'a reproché d'être critique vis-à-vis de l'enseignement, mais je suis moi-même ancien professeur d'université, donc je crois que j'ai le droit d'être critique à l'égard de l'enseignement de ma propre discipline, et Dieu sait que je ne suis pas le seul. Je pense que l'enseignement des mathématiques à l'heure actuelle est trop dogmatique. On procède par affirmation, chaque année, chaque année, chaque année. Et le gosse qui sort à bac+5, il a eu une collection de dogmes auxquels en général il n'a rien compris, sans la moindre explication et sans la moindre application. Donc celui qui va commencer à lire Archimède, au contraire, dès les premières pages, il va tomber sur des questions complètement nouvelles et on se dit mais on ne sait pas les résoudre. Et ce qui me conforte dans cette approche, c'est que nous recevons de temps en temps des élèves de troisième et de première en stage et on leur donne tout le temps à faire quelque chose à base d'Archimède. Le précédent qu'on a eu, c'était on prend une sphère et on la plonge dans l'eau, détermine à quel niveau elle va flotter. Et ben, ils trouvent ça passionnant. Et à la fin du stage, ils disent ah, j'en veux encore. Alors, au moins une fois dans leur vie, ils auront rencontré quelque chose qui ne sera pas dogmatique, qui sera vraiment passionnant, et ils vont se dire ah, mais c'est ça les mathématiques. Voilà. Donc, il existe tout un tas de sujets, pas seulement dans le livre, qu'on ne sait pas résoudre et pour lesquels une approche nouvelle semble tout à fait pertinente. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Avez-vous des questions? Non? Bon. Mais merci à tous.